Bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire sur un sujet particulièrement intéressant, la cybersécurité Yaka Faucon. Alors, avant de commencer et de laisser la parole à nos deux invités, nous allons revenir évidemment sur les bonnes pratiques et sur l'utilisation de la plateforme. Je vois que ça se connecte là. Donc, nous avons évidemment nos deux invités, Loïc et Ludovic. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Alors, je vois rapidement, il y a Nathalie. Bonsoir Nathalie. David, enchanté David. Eddy, un fidèle parmi les fidèles de la communauté Valumène qui est connecté. Shirley, Christine, Sonia, Eric, Michel. Ah, Bernard, enchanté. Très heureux de te voir connecté à nous ce soir pour un sujet qui va particulièrement t'intéresser. Nous avons Sandrine, Yves, Terranova. Enchanté Yves, très heureux que tu sois connecté à nous aussi. Nous avons Sylvie, Quentin, vous êtes déjà très nombreux, ça se connecte et on va vous laisser bien évidemment le temps de venir compléter le dispositif. Alors, en rappel, sur notre sujet du jour, on va revenir tout à l'heure sur une petite introduction. Je vais notamment vous présenter l'utilisation de notre plateforme pour ceux qui ne connaissent pas bien encore l'outil. On reviendra pour vous présenter en quelques minutes Valumène et puis bien évidemment, nous attaquerons notre sujet, la cybersécurité, Yaka Faucon. Je crois qu'il n'y a pas une seule journée où on ne parle pas de cybersécurité. C'est un sujet qu'on va aborder, vous allez pouvoir poser vos questions, échanger, dialoguer avec nos deux experts du jour et on espère que ce webinaire, j'en suis même sûr, vous apportera beaucoup de conseils, de préconisations et vous permettra de sortir avec un peu plus d'armes, si je ne voulais pas faire un mauvais jeu de mots, sur le sujet. Alors, sur l'utilisation de la plateforme, je reviens très vite. On a donc sur la plateforme, vous avez 3 onglets. Vous avez l'onglet chat que vous retrouvez. Cet onglet vous permet tout simplement de dialoguer entre vous. C'est l'avantage de cette plateforme. Vous pouvez vous poser des questions, échanger, vous mettre des liens. Toujours dans la courtoisie, bien évidemment, mais c'est l'avantage de cet onglet. Vous avez un deuxième onglet qui est important, que vous retrouvez donc en bas à droite de votre écran, à gauche du bouton de chat, c'est la partie questions. Donc, tout au long de ce webinaire, on vous invite à poser vos questions et vous avez un avantage, c'est que vous pouvez voter sur la question qui vous plaît le plus. Ça permet à nos invités d'avoir les questions qui remontent en tête de liste et l'objectif étant bien évidemment de répondre à un maximum de questions dans le temps qui est imparti. Je vous rappelle que c'est 1 heure puisque nous débutons à 18 h et nous terminons à 19 h précises pour respecter un petit peu le timing de chacun et chacune d'entre vous. Mais n'hésitez pas à poser vos questions tout au long et on essaiera bien évidemment d'y répondre en fonction du volume et de vos propres votes. Et puis, vous aurez un dernier petit onglet, j'aurai l'occasion de vous y relancer tout à l'heure, c'est l'onglet sondage. On vous posera 2-3 questions, c'est Shirley qui prépare les questions pour vous permettre de répondre à la fin de ce webinaire et de préparer nos prochains sujets. Voilà, j'espère que tout est clair pour vous. N'hésitez pas à envoyer un petit pouce sur la partie chat, je vois bien, bonjour, vous connectez, voilà, Yves. J'espère que tout est clair pour vous, en termes d'image, en termes de son, tout va bien? Parfait. Voilà, je vois Yves, tout fonctionne. Alors, rapidement, me concernant, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Nicolas Doucerin, je suis le fondateur et le dirigeant de Valumène. On va avoir l'occasion d'y revenir dans quelques instants, mais aujourd'hui, on va commencer déjà par la présentation de nos deux amis que j'ai eu le plaisir de connaître il y a déjà quelques temps. Ludovic, nous sommes croisés chez Valumène, puisque Ludovic a eu le plaisir de mener 2 missions pour le compte de Valumène, sur le sujet d'ailleurs, entre autres, de la cybersécurité. Et puis Loïc, que nous avons croisé dans l'écosystème. On n'a pas eu le plaisir encore de collaborer directement, mais on ne désespère pas. Et en tout cas, on a beaucoup apprécié à la fois la qualité de son parcours, de ses expertises, et vous aurez tout loisir de les entendre tout à l'heure. Alors, chers amis, je vous laisse quelques minutes pour vous présenter. On n'a qu'à commencer. Tiens, Loïc, vas-y, puisque tu es le premier sur la gauche de l'écran. Bonsoir à tous. Alors,
J'ai commencé pour me présenter rapidement, j'ai commencé par faire un doctorat en cryptographie. Et puis, j'ai rejoint ce qu'on appelait à l'époque le service du chiffre, qui est devenu avec un service central rattaché au service du Premier ministre, qui était l'embryon de ce qui est devenu l'ANSSI. Donc, j'ai fait à peu près une quinzaine d'années d'applications crypto et cyber. J'ai développé notamment le bureau conseil en sécurité des systèmes d'information, et je suis président cofondateur du Club EBIOS, une méthode d'analyse de risque assez connue. Et puis à un moment donné, moi j'étais passionné par la crypto, et puis de l'algo, gestion des clés, on passe à l'identité. Et l'idée pour moi, c'était de passer, après pas mal d'années en expertise, c'était de bouger vers ceux qui délivrent. Donc, je suis parti chez Sagem Défense Sécurité dans une BU qui s'est ensuite appelée Morpho, qui était leader mondial des bases biométriques, donc le programme carte d'identité en Afrique, en Inde, en Amérique latine, aux États-Unis, en Europe. Et de fil en aiguille, au moment où Morpho a repris son indépendance par rapport à Sagem Défense Sécurité, j'ai pris les rênes de la DSI. Alors pourquoi ? En fait, en étant DSI, c'est le meilleur moyen de faire de la cyber, parce qu'on a des budgets qui vont bien, et du coup, je trouvais que c'était logique d'essayer d'avoir cette approche de DSI pour développer la cyber. Donc c'est ce que j'ai mené sur une carrière de DSI sur 15 ans, avec donc ensuite la DSI de Morpho, puis DSI en charge de l'innovation chez Safran, parce que Morpho était devenu une filiale de premier rang du groupe Safran. Puis DSI adjoint groupe, et puis DSI du groupe Safran, voilà, que j'ai quitté en fin 2021 pour mener une activité de conseil et notamment de soutien à un fonds d'investissement qui s'appelle Tikeo Ace Management Capital, sur la supply chain aéronautique et la cyber. Voilà. Donc très on va pas s'ennuyer, comme vous pouvez le constater. Alors toi, Ludovic, bonsoir. Bonjour à tous. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Nicolas et Loïc. Pour ma part, moi j'ai commencé ma carrière chez IBM. J'ai fait une bonne dizaine d'années de consulting chez IBM et chez d'autres grands du consulting. Je suis passé ensuite dans des grands comptes. J'ai passé une quinzaine d'années chez SFR, où avec quelques-uns de mes anciens collègues, on a créé une direction de la sécurité de l'information et des obligations légales. J'étais responsable sécurité de l'information du groupe SFR à l'époque, que j'ai quitté en 2013 pour passer chez un autre grand compte, entre autres travaillant avec le groupe Vodafone à l'international, avec pas mal de responsabilités au niveau de la GSM Association, pour ensuite passer chez le groupe Altran en tant que directeur cybersécurité du groupe, où j'ai créé la direction cybersécurité et je l'ai staffé pour couvrir justement le sujet cyber sur une bonne vingtaine, sur 27 pays. Au moment où j'y étais, pour un peu plus de 52 000 employés. Moi, j'ai quitté mes fonctions de directeur cyber chez Altran en 2020, suite au rachat par Capgemini. Et depuis 2 ans et demi, je travaille à mon compte en tant que consultant et notamment manager de transition, avec plaisir aux côtés de Nicolas et de Valumène, ce qui nous amène à ce soir. Voilà. Bon, écoute, merci Ludovic. On va avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'occasion de revenir. Alors, avant d'attaquer notre sujet pour nos invités, un petit mot pour Valumène, très rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, Valumène, nous l'avons créé donc en mars 2020. Voilà, ça fait maintenant 2 ans et demi. C'est l'association de 2 termes anglais, value et men d'un côté, puisque l'objectif, c'est d'accompagner les transformations chez nos clients en mettant justement à disposition des managers de transition. Nous avons également une activité qui est centrée donc sur le management de transition, qui représente 85% de l'activité. Nous avons une activité d'executive search également, puisque l'objectif étant d'amener de l'agilité, de la complémentarité auprès de nos clients. Et puis, on a une 3e activité de séminaire de direction pour élaborer les plans stratégiques
rentrer dans le cœur de la stratégie et pour permettre ensuite de mettre à disposition des talents, en l'occurrence des managers, pour accompagner justement les transformations. Dans notre métier, chose très importante, donc on a 31% de femmes. On est assez fiers de ce score parce que mine de rien, il est au-dessus de la moyenne nationale et on essaye de s'efforcer de compléter un petit peu au niveau des managers de transition. Nous avons 59% de notre activité en région Île-de-France et vous le voyez, nous sommes ensuite répartis sur la façade Grand Ouest, sur le sud et le sud-est, et puis également dans cette belle région des Hauts-de-France pour accompagner les entreprises, notamment du monde du retail, de la grande distribution, avec toutes ces belles enseignes que nous avons également. Nous avons des partenaires, que ce soit au travers du portage salarial, puisque vous savez que nos managers de transition peuvent être soit indépendants, soit ils passent par des structures de portage salarial. Nous, on a choisi de bâtir des partenariats et on a un partenaire de référence qui s'appelle Openwork. On a des partenaires aussi dans le monde du conseil, du restructuring et des cabinets comme Sitwell, plus spécialisés sur la partie supply chain, puisqu'on a énormément de managers de transition également sur ces métiers-là. Pour rappel, Valumène, on fait aujourd'hui à peu près 30% de notre activité dans l'IT et le digital. Et après, c'est 20% en ressources humaines, 18-19% sur la partie supply chain, 20% sur les fonctions financières et le reste, c'est sur des fonctions de direction générale ou de grands directeurs de programmes transverses dans les organisations. On a un engagement auprès d'associations, voilà, parce que chez Valumène, comme j'ai dit, on n'a pas perdu notre temps à définir nos valeurs. On essaye chez Valumène d'incarner nos valeurs au quotidien. Et en l'occurrence, nous sommes très attachés au monde du sport que nous apprécions et on soutient Julien Renaud sur les réseaux sociaux qui était encore dans le Népal il y a 48 heures. Il n'a pas pu atteindre le sommet malheureusement, mais il est quand même monté à 6500 mètres et ils ont dû rebrousser chemin parce qu'il y a eu plusieurs victimes un peu plus tôt et malheureusement dans la semaine. Vous savez que la haute montagne, ça représente beaucoup de dangers et on a dit à Julien de ne pas prendre le moindre risque. Il y avait énormément d'avalanches et c'était trop dangereux finalement. Voilà, on travaille énormément avec l'Institut Imagine, qui est un institut de recherche européen qui travaille sur les maladies génétiques. On va d'ailleurs organiser très prochainement une soirée avec l'Institut Imagine. On a créé un collectif d'entrepreneurs pour soutenir sur les maladies génétiques, pour soutenir la recherche. Et ça fait partie de nos engagements et pour lequel on y consacre des moyens humains, technologiques et évidemment financiers, parce que vous le savez, la recherche a besoin également d'argent, tout simplement. On a l'association Second Souffle qui aide les dirigeants qui ont connu des difficultés, qui ont connu le redressement judiciaire, quand certains ont connu la faillite. Voilà, c'est de pouvoir tendre la main, c'est d'aider ces entrepreneurs, femmes et hommes, à rebondir, à remettre le pied à l'étrier après des difficultés, souvent parfois extrêmement difficiles. Vous savez que c'est un combat dont je suis extrêmement proche et je suis le parrain de cette association. Et voilà, on soutient aussi humainement, technologiquement et financièrement l'association Second Souffle. Et puis la plateforme NOS, c'est le petit nouveau de cette année. C'est une plateforme créée par 2 jeunes start-upers et qui ont le mérite voilà, de permettre de récolter des fonds par des entreprises. Et au lieu que ce soit le dirigeant qui impose ses choix, nous laissons la communauté valumène affecter l'argent au travers de leur vote. Il y a une 50aine d'associations. Et là, chacun peut aller s'engager pour transformer notre société, transformer notre modèle et décider d'investir, d'octroyer ces sommes d'argent sur des causes qui les touchent plus particulièrement. Voilà, c'est une plateforme SaaS, bien évidemment, et on voulait aussi soutenir l'initiative de ces 2 jeunes start-upers qui ont brillamment réussi au travers de cette plateforme. Voilà pour le petit tour d'horizon. On va maintenant passer au sujet qui nous concerne aujourd'hui, cybersécurité, Yaka Faucon. Alors, un petit mot déjà d'introduction, messieurs. Ludovic, tu nous as aidé avec Loïc à trouver ce titre. Yaka Faucon, pourquoi en quelques mots. Yaka Faucon, ça c'est un acronyme qu'on entend assez souvent, surtout dans les entités opérationnelles.
autant il y a 2 décennies, il n'y a qu'à Faucon, il n'y a qu'à faire ci, il faut qu'on fasse cela, pouvait être entendable. J'entends par là en mettant des solutions techniques qui pouvaient pallier à certains risques émergents suite à l'avènement d'Internet après la bulle Internet des années 90. Autant depuis maintenant, pratiquement d'ailleurs une bonne vingtaine d'années, c'est plus vrai. C'est plus aussi simple. Il y a une telle émergence des évolutions technologiques que non seulement la technologie, ça se complexifie, mais les business models des entreprises aussi ont changé à outrance compte tenu de l'émergence de tous les médias numériques et du monde numérique dans lequel on vit. Et aujourd'hui, c'est plus aussi simple de pouvoir prétendre à sécuriser un bien matériel ou immatériel d'une entreprise. Et il faut raisonner de façon très très proche et très fine avec les métiers. Ça veut dire qu'il y a une dimension éminemment différente de ce qu'elle était il y a bien des années au niveau de la fonction sécurité d'entreprise, qui évolue et en tant que telle doit faire montre pour coller à la stratégie de l'entreprise et pouvoir être contributeur et support justement à cette stratégie et créer de la valeur dans ce qu'on appelle la sécurité de l'entreprise. Parfait. Je ne sais pas si Loïc a quelque chose. Alors, moi, ça me plaît bien, le Yaka Faucon. En fait, je vais faire un parallèle avec, je ne sais pas si vous savez, le mois d'octobre, c'est le mois de la cyber, le mois européen de la cyber. C'est le 10e anniversaire. Donc, partout en Europe, on est censé parler de cyber. Donc, Nicolas, c'est très bien parce que là, ce webinaire s'inscrit dans le mois de la cyber européen. Bon. Et le Yaka Faucon, c'est en fait, il n'y a qu'à faire. Et il ne faut pas être con, quoi. C'est-à-dire que le Yaka Faucon, c'est le moment où il faut se mettre en mouvement et s'en occuper vraiment. Et effectivement, c'est complexe, ça peut être difficile, etc. Mais j'interprète le Yaka Faucon dans le terme, si vous ne le faites pas, voilà, c'est le mot faucon qui risque de vous tomber dessus, quoi. Donc, j'aime bien ce terme, en fait. Je trouve qu'on peut l'interpréter de plein de manières différentes. Et c'est une bonne chose que de faire des webinaires sur le sujet pour tout le monde, que ça adresse les grosses structures comme Ludovic a connu et pour ma part, comme les plus petites, voire les structures embryonnaires qui peuvent être tout aussi sensibles et fragiles que les gros. Voilà. Alors d'ailleurs, pour rebondir dessus, Loïc et Ludovic, j'ai trouvé une étude mondiale justement liée à la cybersécurité qui est vraiment au cœur de l'actualité aujourd'hui. Je crois qu'il n'y a pas un article aujourd'hui dans la presse, dans les médias qui ne sortent et qui ne traite d'un sujet sur la cybersécurité. Dans cette étude qui a été menée au niveau mondial, j'ai relevé 2 statistiques qu'ils ont sorties. La première, c'est 65% des organisations ont signalé une hausse du nombre d'attaques pendant la pandémie, donc pendant la crise liée à la Covid, 65%. Et la deuxième stat qui m'a interpellé, c'est que 78% des experts de la cybersécurité et IT affirment que la sécurité des télétravailleurs est beaucoup plus difficile aujourd'hui à assurer qu'auparavant. Sous-entendu, évidemment, le télétravail, le fait d'avoir donné accès à toute cette technologie à distance, il paraît, un vrai casse-tête. Est-ce que vous avez une réaction par rapport à ces deux statistiques ? Je pense qu'il y a eu une recrudescence des attaques, c'est vrai, mais elles n'ont pas non plus été… on avait, nous, une crainte… on monte en niveau de sophistication ou il y a eu une évolution vers davantage j'allais dire, d'aspects type sabotage où forcément c'était pas toujours des rançons qui étaient demandées ou des choses comme ça, mais ça n'a pas été non plus quelque chose. Enfin, la charge est toujours la même, quoi. Elle est en croissance. Elle est en croissance de 30% par an. Donc, ouais, c'est une croissance exponentielle, mais on s'y attendait. Et je pense pas que le Covid ait changé le coefficient multiplicateur du nombre d'attaques.
D'accord. Par contre, C'est-à-dire ce qui est sûr, c'est que le télétravail, pour ceux qui ne s'étaient pas préparés, pour ceux qui n'avaient pas de solution éprouvée à bord et opérationnelle, là, ça a été un vrai problème parce que beaucoup ont dû ouvrir ouvrir des portes pour que les gens puissent continuer à travailler de chez eux. Et là, on sait très bien que c'est compliqué de maintenir une informatique complètement étanche, isolée, etc. C'est illusoire. Et donc, je pense qu'une grande partie des entreprises et des entités qui n'étaient pas protégées, qui n'étaient pas préparées au télétravail, ont dû vraiment souffrir. Nous, on a déjà un nombre de nomades structurellement dans nos grandes entreprises qui font qu'on a accéléré l'arrivée de gens qui n'étaient pas équipés, qui n'étaient pas des télétravailleurs habituels. Bon, mais les briques existaient déjà. Le problème, ça a été les applications qui n'étaient pas ouvertes au nomadisme, par exemple, qui ont dû être travaillées. Là, effectivement, ça a été un peu compliqué. Ouais. Et Ouais, d'ailleurs, effectivement. Ludovic, je te laisse réagir. Une petite question complémentaire par rapport à ces statistiques. Je veux bien avoir ton avis, mais toi qui étais chez Altran, qui a dû mettre en place notamment toute la politique, j'allais dire sécurité au niveau d'un groupe comme Altran implanté dans le monde, et surtout avec des consultants qui sont essentiellement, j'allais dire, en délégation pour le compte de clients, où il y a quand même des vrais sujets de sécurité à opérer. Comment tu analyses un petit peu ces données, ces statistiques et l'évolution et la tendance actuelle? Bah, effectivement, moi je rejoins Loïc dans son propos. Le Covid a pas aidé en ce sens où, du fait qu'il y a eu un confinement pendant plusieurs mois, on va dire, la notion de risque implicite pour sécuriser le périmètre d'une entreprise a été mise à mal et on va dire a été challengée. Ceci dit, le pourcentage de sociétés, on va faire de façon empirique, qui ont été piratées pendant cette période n'a pas vraiment drastiquement augmenté. On va dire pour une raison pas aussi simple que ça, mais pour une bonne raison, dirais-je. La plupart des grands comptes ont l'habitude de gérer une informatique et de gérer leur périmètre. Et pour beaucoup, ont beaucoup plus de maturité que le tissu des PME ou des ETI qui, par définition, n'ont pas une somme de connaissances internes, voire des moyens pour pouvoir avoir une sécurité ad hoc qui soit au top. Ceci dit, effectivement, le Covid a rehaussé la notion de risque parce que, bien évidemment, quand bien même les sociétés qui étaient prêtes avaient les moyens de fournir des connexions à distance, eh bien, pour les sociétés qui n'étaient pas prêtes ou qui n'avaient pas suffisamment de maturité, je reviens encore au périmètre des PME et des ETI, il a été très difficile de pouvoir maîtriser le périmètre fonctionnel métier de leur entreprise parce que tout un chacun a dû utiliser ses moyens personnels pour pouvoir se connecter à des moyens professionnels. L'exemple d'Altran que tu cites est assez flagrant. Par exemple, Altran, c'est toujours maintenant, fait partie de Capgemini, mais c'est 92 à 94% de mémoire de consultants qui travaillent chez ou pour les clients. Donc, pour la plupart, qui travaillent de ou à l'extérieur. Donc, avec une maturité ad hoc de pouvoir se connecter à distance. Ce qui n'a pas, in fine, je le confesse aujourd'hui, mais c'est une notoriété publique, Altran, d'être hacké en janvier 2019. Pour des raisons diverses, c'était pas lié au Covid, c'était lié à une hétérogénéité dans les systèmes d'information qui fait que un certain groupe de hackers qui ciblaient certaines sociétés, dont Altran, qui a quand même un secteur d'activité assez privilégié au niveau de la recherche et du développement de solutions très high-tech, de se faire pirater, comme l'a été d'ailleurs une entité, un sous-traitant de Thales par la suite, etc. Donc on n'est jamais à l'abri de ce genre de choses. Alors une chose avec les statistiques. Pardon, oui, vas-y Loïc. Oui, je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire pour aborder un point qui est super important parce que les gens réfléchissent, regardent leur périmètre, leur propre périmètre. L'histoire d'Altran, moi j'y ai été confronté puisque au sein de Safran, on avait des relations commerciales, de business avec Altran. Tout à fait, ouais. On voit bien que les partenaires, les fournisseurs, la supply chain, les clients sont aussi à prendre en compte. Donc, pour ceux qui veulent revoir leur plan de sécurisation, typiquement, des sous-traitants, des prestataires, c'est à prendre en compte dès le départ parce que
comme tu l'as très bien dit, Ludovic, ce sont des personnels qui ont des accès souvent exorbitants, parce qu'on les achète pour faire des opérations particulières sur des serveurs, des applications, pour manipuler de la donnée, pour accéder, etc. Et il faut être très vigilant sur ses partenaires. Voilà. Il n'y a pas que les salariés. Oui, puis d'ailleurs, la notion de confiance n'exclut pas le contrôle et c'est un bien pour tous, dirais-je. Il faut voir ça comme une plus-value. oui, puis il y a des sujets sensibles, hein, comme vous êtes dans le secteur de l'industrie, de la défense. Moi, je le vois d'ailleurs avec plusieurs de nos managers de transition qui sont en mission depuis plus d'1 an, par exemple, dans un groupe que vous connaissez, messieurs, qui s'appelle Naval Group. Vous connaissez qu'on est quand même sur des sujets ultra sensibles. Déjà, c'est très compliqué quand on est salarié, quand on est prestataire aussi, en termes de sécurité, en termes de... Voilà, parce qu'évidemment, il y a des données, des informations extrêmement confidentielles. Et j'imagine que ça doit être un vrai casse-tête pour les DSI quand même. Ah oui, oui. Compliqué à voir. De faire le tri entre les cow-boys et les Indiens. Surtout que les Indiens, des fois, sont gentils et que les cow-boys peuvent être méchants. Alors moi, Vas-y, je t'en prie, Nicolas. Non, je disais, Ludovic, moi j'ai une petite question, parce que comme vous le savez, je suis un entrepreneur depuis toujours, mais jeune au niveau de Valumène. Moi, j'ai été contacté, et quand j'ai monté Valumène, Julien Renaud, qui est courtier en assurance, m'a dit « Nicolas, s'il y a un truc que tu dois faire aujourd'hui, en plus de ta RC, de tes assurances, etc., tu dois prendre une assurance pour les cyberattaques et protéger Valumène, pour protéger ta donnée, les trucs juridiques, les conséquences peuvent être terribles, etc. » Alors moi, j'ai une première question. Alors, pour information, j'ai souscrit, à tort ou à raison, mais j'ai souscrit à ce contrat d'assurance. Donc, on va dire que Valumène est protégé, pas techniquement, on va le dire, mais en tout cas, on va dire sur le plan juridique et sur le plan financier. Mais moi, j'ai une première question à vous poser, c'est que est-ce que le risque de cyberattaque est proportionnel, j'allais dire, à la taille, au chiffre d'affaires et ou à la notoriété, ou est-ce qu'en fait, tout le monde aujourd'hui peut être attaqué? Je vous voyais rigoler. Ludovic. Ouais, on va dire tout le monde peut être attaqué, ça c'est un fait. Je relativise mon propos, il ne faut pas tomber dans la paranoïa et exagérer à outrance. En revanche, je dirais, retournons le gant pour regarder du côté couture, si j'ose dire. Un hacker, par quoi il est intéressé? Le but d'un hacker, il est toujours et essentiellement financier. Là où il y a un attrait, il va lui y accorder des efforts pour perpétrer des méfaits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas juste des grands comptes qui sont ciblés, loin s'en faut. Je rappelle que le tissu industriel français, c'est 95% de TPE-PME. Les grandes entreprises, c'est 2,5% sur ce paysage industriel. Et il y a de la grosse valeur ajoutée dans certaines PME, voire des ETI, qui font beaucoup de recherche et de développement, qui sont une cible privilégiée. Pourquoi je cite cet exemple-là? Comme je l'ai dit tout à l'heure, un grand compte, par définition, par expérience, a plus de moyens à sa disposition et plus de ressources pour travailler sur le sujet, et donc peut-être moins sujet à certains risques, ce qui permet de pondérer, pour revenir au sujet, la nécessité absolue, parce qu'elle n'est pas absolue, d'un contrat de cyberassurance. Sachant qu'un dirigeant a déjà, lui, au titre de sa responsabilité civile et professionnelle, des clauses d'assurance obligatoires, quand on est dirigeant d'entreprise, qui incluent certains pans liés à l'IT. Le cyber est très spécifique, certes, mais en faisant déjà le tri sur ce que l'on a déjà à disposition en termes d'assurance, on peut décider de souscrire, en plus des assurances que l'on a déjà, eh bien, une option sur la cyberassurance. Et donc, en fonction de son secteur d'activité, de la taille de son chiffre d'affaires et de la criticité des biens à protéger, de la valeur de l'entreprise à protéger, effectivement, on a matière à discuter avec son assureur au niveau de la prime. Ce qui est sensiblement différent pour le tissu des ETI, voire des PME, parce qu'une PME, comme je l'ai dit tout à l'heure, a rarement à demeure la connaissance interne et fine chez ses employés, de la façon de gérer sa sécurité de l'information, etc. Et si elle se fait hacker, pour certaines, c'est un dépôt de bilan, parce que le coût de remise en place
est relativement cher, mais plus important, il peut y avoir des impacts, on va dire, somme toute indirects, comme une non-facturation, une perte de confiance de la part de ses clients. Il faut savoir que à peu près 2/3 des PME qui font l'objet de cyberattaques sur ces dernières années déposent le bilan à cause des coûts directs, voire indirects. Et ça, c'est une réalité des faits. C'est 2/3, Ludovic? À peu près 2/3 des PME qui font l'objet d'une cyberattaque sont sujets à des dépôts de bilan. C'est phénoménal. Et donc, le contrat, pour revenir à ta question, je vais laisser Loïc avancer son propos, peut être important dans certains cas, mais n'est pas la condition sine qua non de sécurité de l'entreprise. C'est pas parce qu'on souscrit un contrat cyber que, d'une part, on est exempt de tout devoir de sécurité de son entreprise, mais en plus, ça n'est pas une barrière en soi, ça vient aider à certaines choses, on pourra le détailler un petit peu plus tard. Ça peut peut-être faire partie du tiers qui reste vivant, contrairement aux 2/3 qui déposent le bilan, par exemple. Des PME attaquées, hein. Je ne parle pas des PME attaquées, des PME attaquées. Bon, ça faisait rigoler Loïc, alors je veux bien avoir son avis, Loïc. Alors, bon, moi, j'ai un avis un peu... Je suis très sceptique pour plusieurs choses. D'abord, beaucoup de dirigeants posent la question, est-ce que je dois prendre une police d'assurance, etc. Quand on fait un assessment, quand on fait un bilan de leur sécurité, je vais être cash, ils sont un peu à la ramasse. Donc, au lieu de s'intéresser à la police d'assurance, il ferait mieux de faire confiance à leurs équipes et de staffer un peu, de donner des ressources, ça leur coûtera moins cher. Et en fait, c'est trop tard. La logique d'assurance, c'est peut-être une assurance vie, c'est-à-dire pour les successeurs peut-être, mais sur une petite entreprise, le temps de rétablissement, bon, ok, ça peut être jouable, mais je trouve que ces éléments de discussion noient le sujet de fond qui est, en tant que dirigeant d'entreprise, ma responsabilité, c'est de protéger l'avenir de la boîte et donc de mettre les moyens humains et techniques et pas de... J'ai un peu la crainte qu'à certains endroits, comme j'ai signé une police d'assurance et que j'ai fait ce qu'il faut, voilà, on n'investit plus. Le deuxième argument, c'est qu'en fait, on est face à une menace délibérée. L'assureur, il aime bien les statistiques établies depuis longtemps. Vous avez une flotte de voitures, vous savez l'accidentologie au kilo-euro près par an. Vous avez une activité liée à la météo, liée au transport, etc. Enfin, peu importe. L'assureur, il travaille sur des variables qui sont connues, maîtrisées et prouvées dans le temps. Quand on voit que l'augmentation des attaques et leur réussite, c'est de l'ordre de 20 à 30% par an, et que si on en croit Guillaume Poupard de l'ANSSI, c'est à peu près 200 alertes majeures par an dans ces équipes sur des choses, on va dire, très critiques. Donc, je veux dire, c'est trop tard. L'assurance, et mon propos, je trouve, est encore valable, puisqu'on voit les assureurs, les uns après les autres, jeter l'éponge. On voit même des grandes entreprises qui commencent à se fédérer, à créer des captives, à créer des consortiums pour s'auto-assurer en quelque sorte. On crée un club de gens qui ont à peu près la même maturité, qui se font confiance, qui se sont éprouvés en termes de niveau d'investissement et de protection, et on va avoir comme ça se démultiplier des solutions d'assurance, j'allais dire coopératives. Enfin, je ne sais pas si c'est le bon terme. Ouais, bon. Le deuxième point, c'est que fait un assureur face à une entreprise qui a besoin de se sécuriser? L'assureur, il va aller chercher des exigences, il va aller chercher des checklists, il va demander est-ce que vous avez coché les checklists. Donc, c'est une approche de conformité. Mais l'attaquant, il se fout royalement que vous êtes conforme à la checklist de telle norme ou de tel standard américain ou français. Le diable, il est dans là où c'est pas écrit, dans le petit détail qui n'est pas dans la norme. Et donc, en fait, on peut se retrouver dans des situations, et je pense que parce que ça a été une paire de fois la réalité, de gens qui avaient un très bon scoring au niveau des assurances et qui se sont pris les pieds dans le tapis.
Donc, vous voyez, même sur les gens qui ont des moyens et qui mettent je trouve que ce n'est pas une démarche. Il faut vraiment être très mature et avoir vraiment confiance dans son système de management de la cyber pour aller sur ce terrain-là. Le dernier point, c'est le débat actuel sur pourquoi diable Bercy autorise le versement des rançons. Parce que les sommes sont colossales par moment pour les Oui, boîtes. non, mais si, alors, vous savez que Bercy a dit, OK, vous pouvez payer vos rançons, en contrepartie, vous portez plainte. Alors, je n'ai pas lu le texte attentivement, avant ou après, je ne sais plus. Mais en fait, on est en train d'embrouiller le débat. D'un côté, vous avez une assurance. Dans certains cas, effectivement, on doit payer la rançon, on n'a pas le choix. Ça peut arriver. Il faut éviter de se mettre dans ce cas-là, mais on comprend bien. Mais c'est de l'exceptionnel. Faire appel à son assurance, faire appel à la rançon, faire appel à des choses comme ça, c'est des choses qui ne devraient pas arriver. Or, chose un peu stratégique, un peu vitale, enfin, très critique, mais j'allais dire pour le 80% du marché, c'est trop tard. C'est trop tard. Si on en est à se dire que fiscalement, si Bercy autorise le paiement de la rançon, mais il faut que je porte plainte. Par contre, si je paye la rançon et que j'ai porté plainte, alors l'assureur, il va pouvoir payer. Oh là là, je trouve ça pas très sain. Voilà. Et c'est vrai qu'on en voit de plus en plus. On a d'ailleurs chez Valumen, on a l'un de nos clients qui est un transport dans le domaine de la logistique qui a été victime d'une cyberattaque. Et on sait qu'ils ont dû payer plusieurs centaines de milliers d'euros. Ils ont été à l'arrêt pendant quasiment 2 mois. Ça a coûté beaucoup, beaucoup d'argent à la structure. Bon, ils ont réussi à passer le cap, mais je sais que ça a été une période très, très compliquée pour eux. Voilà. Très compliquée pour eux. Je ne sais pas ce que Ludovic en pense, mais je pense qu'il faut déjà bâtir, il faut vraiment bâtir un système de management de la cyber, de la protection de son entité. Une fois que ça c'est éprouvé, qu'on l'a rodé, etc., bon, OK, on peut aller discuter sur l'assurance, mais il faut passer par les fondamentaux. Sans ces fondamentaux, il n'y a pas de gestion de risque en l'état. On parle en connaisseur, on dira un système d'information, il est là pour supporter le business. Ouais, donc, si on ne met pas à disposition les bons process, en fait, je vais le dire comme ça. La sécurité, c'est quoi? C'est de la qualité dans les process. Je schématise à outrance. Mais quand on met les moyens pour avoir du bon sens dans ces process et avoir les bonnes personnes au bon poste, il n'y a pas de secret. Un DSI ne peut pas sécuriser ce qu'il doit s'il n'a pas les ressources et les bons moyens et les bons profils pour pouvoir mettre en place ces process. Et c'est fondamentaux quand ils sont non seulement créés, mais suivis. Et je l'ai dit tout à l'heure, en partenariat avec les métiers, et de mieux en mieux, eh bien, on a déjà une connaissance relativement plus fine de ces process internes qui peuvent être valorisés au niveau business et effectivement qui sont un socle indispensable avant effectivement de discuter de clauses de contrat de cyberassurance qui parfois effectivement peuvent être nécessaires, mais qui ne sont pas un prérequis indispensable à une société, comme le dit Loïc, effectivement. Je confirme. Alors, dites-moi, messieurs, on a plusieurs questions là qui sont en train d'être posées. Je vais vous en livrer quelques-unes. Je ne sais pas qui veut répondre à celle-là. On a David qui pose la question. Ludovic, Loïc, votre avis sur le RSSI doit-il être attaché à la DSI? Alors, je ferai juste une aparté, je ferme la parenthèse. J'ai bossé pour ma part quand j'étais chez SFR, où j'ai été RSSI du groupe SFR, où je n'étais pas en DSI. J'étais rattaché à la direction générale. Mon patron, c'était le CFO, le directeur financier du groupe, Pierre Trotteau à l'époque. En revanche, on travaillait main dans la main avec le DSI SFR qui couvrait la partie grand public comme la partie entreprise, et on avait des relais sécurité dans chacune des entités opérationnelles qui reportaient au DSI, mais qui me reportaient au niveau direction générale. À partir du moment où il y a une communication réelle et constructive,
ça fonctionne excessivement bien. Je citerai un exemple, c'est un modèle qu'on a mis en place chez SFR il y a une vingtaine d'années, qui s'inspirait de celui avec qui on travaillait chez le groupe Vodafone, à beaucoup plus grande échelle, bien évidemment, et qui se vérifie chez pléthore de grandes sociétés et qui fonctionne très très bien, encore une fois, avec une notion de base de confiance, d'une part, mais aussi de communication transverse. Maintenant, mais ça c'est franco-français, le RSSI est rattaché en DSI. Quand je dis franco-français, c'est dans nos us et coutumes très verticaux. On aime bien la hiérarchie. Le problème, c'est qu'en France, on a toujours la connotation de rattacher un poste de RSSI en DSI, ce qui, à mon sens, est excessivement réducteur parce qu'on n'en voit que la connotation technique et ça ne donne pas au RSSI ou à la personne en poste toute la légitimité dont il a besoin aujourd'hui, en 2022, pour pouvoir instruire des sujets liés à la cybersécurité qui dépassent de loin le périmètre et le scope d'une direction des systèmes d'information. C'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui, un RSSI ou plutôt un directeur de la cybersécurité, il serait mieux positionné au même niveau qu'un DSI, travaillant main dans la main, mais en ayant cette latitude de pouvoir travailler avec les métiers et sur des sujets cyber qui concernent aussi l'extérieur de la société. Alors qu'un RSSI qui est cantonné dans une DSI va lui être cantonné dans le vertical et c'est beaucoup plus difficile. C'est un avis personnel que je partage, je ferme la parenthèse. Donc, en gros, pour vulgariser un peu tes propos, Ludovic, le terme RSSI que tu évoques là, rattaché à DSI, c'est les années 80. Le directeur cybersécurité, dans tes propos et eu égard à l'évolution de notre société aujourd'hui, c'est rattaché plus à un niveau transverse en dehors de la DSI pour être avec les métiers. Oui, je confirme. Et pour s'en convaincre, et je ferme la parenthèse pour laisser la parole à Loïc, regardez la définition des métiers de la cyber qui a été fait par l'ANSSI. Il y a un travail remarquable qui est fait par l'agence. Et vous verrez le périmètre fonctionnel, les métiers d'un RSSI, celui d'un directeur sécurité, qui n'est pas le même. Et idem au CESIN, le club des RSSI en France, qui a fait une définition des fonctions de RSSI et de directeur cybersécurité, et qui montre bien un petit peu l'évolution du métier aujourd'hui, sans pour autant que soit marqué et gravé dans le marbre son positionnement. Je dirais qu'à partir du moment où on a accès assez facilement à la porte d'un COMEX, c'est le bon sens qui doit prévaloir dans cette fonction. D'accord. Loïc, qu'est-ce que t'en penses ? Loïc ? Ma réponse à cette question, c'est toujours l'efficacité qui prime. Si, en fonction de la maturité de l'entreprise, là aussi, c'est pareil, ça dépend de la taille, de l'activité, etc. Il peut être intéressant pour un RSSI d'émarger sur le budget de la DSI, plutôt que d'aller gratter. Souvent, on voit des RSSI qui sont très contents parce qu'ils sont en dehors des DSI, puis ils n'ont pas un COPEC et ils n'ont pas les moyens de driver la DSI. Donc, à l'inverse, il y a des métiers sur lesquels il faut une vraie indépendance, la fonction cyber par rapport à la fonction management du système d'information. Donc, il n'y a pas de réponse. Je botte pas en touche et je dirais ce que moi j'ai connu. Je pense que ça dépend beaucoup, de la sensibilité du conseil d'administration qui va challenger le président, qui va challenger les directeurs généraux, etc., les cadres dirigeants de la société. 2, ça dépend aussi de la sensibilité du COMEX. Est-ce que l'informatique est strictement nécessaire ou est-ce que c'est une commodities qui permet de faire… voilà, donc il y a des endroits où on a de bonnes raisons de faire de la cyber. Et puis ensuite, ça dépend aussi de la culture et de l'historique de la construction de l'entité, de la société et de la maturité du système d'information. Donc, il n'y a pas de… Oui, alors, tout le monde dit le RSSI ou le directeur de la cyber, il doit être à côté de la DSI. Bon, comme tous les DSI veulent être au COMEX, ça veut dire que les directeurs cyber doivent être au COMEX. Comme le DPO, il est aussi important, il faut aussi le mettre au COMEX. Il y a aussi la safety, le directeur sûreté qui doit être peut-être pas à la RH, mais au COMEX. Ça commence à être
Ça commence à être, c'est plus un COMEX, quoi. Vous voyez? Donc, Ouais. voilà, il n'y a pas de réponse générique. C'est bien que le RSSI ait des moyens, qu'il ait les moyens humains, des moyens financiers, qu'il ait la confiance du DSI et de son COMEX. Et si en plus il peut rendre compte régulièrement au COMEX, c'est une très très bonne chose. Après, où est-ce qu'il se Mm. trouve? Bon, voilà. Pour ma part, j'ai beaucoup travaillé avec la même équipe, que ce soit chez Morpho ou Sagem Morpho ou Safran. Euh, la direction cyber était dans ma DSI et avait toute l'attitude pour mener ces campagnes. Vous savez, le budget d'un DSI, c'est quand même, sur un moyen gros, c'est quand même important. Hein, ça peut tourner entre 1,5 à 2% du chiffre d'affaires du CA. Donc, le RSSI, dans certains cas, il a peut-être intérêt à être embarqué sur des budgets de DSI plutôt que d'arbitrer tout seul sans. Voilà. Donc, vraiment, Bon. la réponse pour moi, c'est la couleur de la gouvernance de la société. Est-ce qu'elle est sensibilisée à la cyber ou pas? Voilà. Il n'y a pas Alors, de. on a plein de questions. On va essayer de. Merci déjà pour ces précisions. On a pas mal de questions. On a première question de Sylvie. Je vous l'affiche, messieurs. Je l'affiche tout de suite. Voilà. Est-ce qu'il y a une échelle de protection informatique des données en fonction du degré de confidentialité des données, secret de fabrication, données personnelles des salariés, fichiers clients, trois petits points. Bon, oui, il y a des échelles, il y a plein d'échelles. Il y a toutes les les méthodes d'analyse de risque, les auto-évaluations américaines, les standards, etc. Il y a toujours une échelle. Bon. Après, c'est qu'est-ce qu'on en fait de cette échelle? Et où Souvent, est-ce elle est qu'on met un le curseur? peu, souvent, c'est des cotations qui sont faites à la fin. Vous savez, un utilisateur non autorisé ne doit pas avoir accès à une information confidentielle. Hein. Voilà. Bon. Alors, la confidentialité, la protection, l'intégrité, la disponibilité de l'information, oui, ça se cote. C'est surtout pour fixer des priorités sur les plans d'action, sur les mesures à mettre en place. Voilà. Mais enfin, je ne sais pas ce que Ludovic t'en pense, mais souvent, c'est un moyen de voir comment on progresse au fil des années dans notre captation de la menace et l'évaluation des moyens à mettre en face. Ce n'est pas une fin en soi. L'échelle de protection informatique, ce n'est pas une fin en soi. Enfin, voilà. Ouais, Ok. effectivement, je rejoins tout à fait ton propos. Le tout, c'est de faire une étude, une classification justement de la sensibilité des données à protéger et d'y appliquer des process largement connus et reconnus, de disponibilité, d'intégrité et de confidentialité. Oui, peut-être qu'elle voulait dire, tu as raison, Ludovic, peut-être qu'elle voulait évoquer la classification. L'échelle, c'est vraiment, on va dire, de 1 à 4, de 1 à 5, de 0 à 4, peu importe, quelle est la graduation. Si elle voulait parler de classification, c'est quand même important de faire la différence entre la data, j'allais dire, largement diffusable, celle qui est restrictive interne, celle qui est confidentielle et celle qui doit être très, très confidentielle. Voilà. Ouais. Effectivement. Ça dépend de ce qu'elle entend par classique. Oui. Il y a une question de Yves Terranova. Donc, alors, je ne sais pas si vous savez répondre à ça. Il nous faudrait limite un assureur. Ça ouvre le débat. Que va couvrir la dite police d'assurance, la prestation de remise en état informatique, les impacts de facturation? On évoquait la rançon. Vous avez quelques éléments de précision par rapport à ça ou pas du tout? Ouais. Moi, j'ai jamais compris. Non, mais comme j'ai pas été. Ludovic, peut-être tu as plus d'expérience Ouais. que moi. Moi, je suis passé à travers les gouttes. Non, pas plus d'expérience, mais moi j'ai vécu le cas Altran, effectivement, et j'ai participé justement à la sélection et à la signature du contrat cyber en conséquence avec mon ancien collègue DSI Group, qui se reconnaîtra et que je salue ici, Nicolas RMF. Effectivement, pour répondre clairement à la question, il n'y a pas un type de contrat d'assurance. Il y a des clauses qui sont soumises à la société, qui sont discutables, et qui peuvent être conjointement actées. Alors, qu'est-ce que ça couvre? Ça va couvrir déjà une aide technique,
parce que des sociétés, grands comptes ou pas, n'ont peut-être pas toujours immédiatement les besoins qu'il faut à l'endroit géographique où il faut. Donc, quand on souscrit un contrat de cyberassurance, il y a toujours un pan de support technique où l'assureur ou le réassureur va lui contractualiser avec une société qui va déléguer des moyens pour aider une DSI ou un IT à travailler sur la résolution des incidents. Il y a de l'aide juridique aussi qui est inclus dans les contrats cyber, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on fait l'objet d'une attaque cyber, il faut porter plainte. Donc, quand bien même une société a ses propres avocats au titre du contrat cyber, et peut-être d'autres clauses d'assurance des dirigeants ou du dirigeant, eh bien, les clauses vont aussi couvrir les frais afférents à la suite qui va être donnée au dépôt de plainte et des choses comme ça. Je vois les impacts de facturation client, ça c'est très spécifique. Les assureurs et réassureurs sont très réticents à signer ce genre de clauses. Comme tu l'as dit, Nicolas, il nous faudrait un professionnel de l'assurance cyber pour pouvoir répondre un peu plus finement que je ne le fais actuellement. Mais voilà ce que je peux en dire. Ouais, bah écoutez, ça sera peut-être l'occasion de faire un deuxième sujet et d'inviter un grand patron de l'assurance. J'avais échangé encore dernièrement avec Cyril de Montgolfier, qui était l'ancien président de Grasse Savoie notamment, sur lequel j'avais évoqué. Il ne pouvait pas joindre à nous ce soir, mais ça mériterait presque d'en faire un sujet, entre guillemets, à part entière. En tout cas, merci pour ces précisions. Alors, on a Stéphane qui nous pose la question suivante. Alors, les évolutions technologiques, donc tout ce qui est IoT, cloud, computing, intelligence artificielle, sont à la fois des nouvelles approches pour créer de la valeur au sein des entreprises en même temps qu'elles augmentent les risques. Comment piloter une politique de cybersécurité dans un contexte aussi paradoxal ? En fait, ce qui est paradoxal, c'est quand on regarde, bon, je mets de côté l'IA qui pose des problématiques de véracité des algorithmes, etc. Bon, c'est pas, je mets pas la cyber, il n'y a pas de risque cyber propre à l'IA. Mais le cloud, l'IoT ou d'autres avancées technologiques, d'autres innovations ont pu se développer grâce à la cyber. L'IoT, alors oui, on peut toujours acheter des solutions d'IoT sans protection. C'est pas très professionnel. On peut toujours aller dans le cloud les yeux fermés en faisant confiance à tout le monde. C'est pas non plus très professionnel. Mais à l'inverse, on peut, grâce à la cyber appliquée à l'IoT et au cloud et à d'autres technologies, offrir de la valeur au business. Je le vois comme ça. Ils sont effectivement porteurs de nouvelles vulnérabilités, de nouveaux scénarios de menaces, etc. D'accord ? Mais il y a peut-être davantage de sécurité by design à certains endroits de ces innovations que ce qu'on a pu connaître il y a quelques années. Ouais, et n'oublions pas aussi, effectivement, je rejoins le propos de Loïc, mais n'oublions pas aussi qu'une politique de sécurité ou de cybersécurité, elle vit, elle n'est pas statique dans le temps. Donc, elle doit aussi s'adapter en fonction des besoins qui sont différents quand on parle d'IoT, voire de cloud, de choses comme ça. Donc, il faut l'adapter toujours au contexte. Il faut remettre sur la paillasse, il faut remettre sur l'établi. Quand on dit comment piloter une politique de cybersécurité dans un contexte, il faut apprendre à la piloter, c'est-à-dire mettre des moyens et puis un cycle de révision régulier, un cycle de vérification, de correction. Enfin, c'est une vraie activité. Et peu importe d'ailleurs l'évolution technologique qu'on y met. Par exemple, je veux juste ouvrir une parenthèse. Il y a des gens qui se sont offusqués du fait que des serveurs avaient brûlé chez un cloud opérateur français. Là. Ah oui. On est tous de ça. Quand vous avez, moi je vais être cash, j'avais des serveurs dans cette ferme. Moi aussi. Moi, ça m'a posé aucun problème. Je savais très bien que dans cette gamme de prix et ce type d'hébergement, je n'avais pas le niveau de sécurité optimal. Enfin, il n'y avait pas de niveau de sécurité. Donc, on a mis les choses perdables. C'est ça aussi la gestion de risque. C'est de dire, il y a certains endroits, on ne va pas tout protéger en permanence.
Donc ouais, j'ai perdu des serveurs, bon, 3 applications qui servaient, voilà, qui n'étaient pas critiques. Bon, bah, j'aurais pas fait une histoire, quoi. Hein. Ça n'a pas fait un fait marquant, quoi. Par contre, quand je vois un certain nombre d'acteurs qui crient de manière effarouchée atteinte à la souveraineté, territorialité, etc., etc., et que ce sont des gens qui ont signé des contrats cadres de plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros aux GAFAM, à un moment donné, il faut arrêter d'être Janus, quoi. On ne peut pas avoir deux visages en permanence. Donc, ouais, moi, voilà, si les informations qui sont critiques, tu ne les mets pas n'importe où et tu gères ta politique de sécurité au bon niveau. Et ce n'est pas parce que, en plus, derrière tout ça, il y a de la rentabilité, etc. Enfin bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais voilà, la politique de cyber, c'est aussi ça. C'est aussi de temps en temps de dire, OK, on a perdu des infos, on a perdu des assets, mais ce n'est pas très grave. Par contre, il y a certains endroits où effectivement, on aurait peut-être intérêt à y aller parce que c'est un peu tendance, c'est très efficace et apparemment, c'est moins cher, qui reste à démontrer. Là, par contre, il faut tenir la place. Et le boulot du directeur cyber, c'est aussi de temps en temps de s'opposer à des... Et ça, il y en a un peu moins quand même. Hein. S'opposer à des tendances qui ne sont pas toujours judicieuses. Ouais, bon, c'est vrai qu'il faut toujours ramener la qualité de prestation de service, évidemment, du coût de ce que l'on paye avec le niveau de sécurité. C'est un peu, mesdames et messieurs, comme dans un restaurant, on ne peut pas attendre la même chose d'un 3 étoiles Michelin, de la pizzeria du coin en bas. Voilà, il faut toujours relativiser par rapport au prix, à la qualité et au service qu'on est en droit d'attendre. Voilà, c'est pareil. Alors, autre question. Alors, c'est vrai, et ça en découle sur une autre. Pour les users informatiques du quotidien que nous sommes et pour, on va dire, une PME comme Valumène, c'est une question donc de Thibaut. Est-ce qu'il y a des choses simples à faire pour déjà réduire les risques prenons sur des PME, des choses simples, basiques. Ouais. Oui, il y a certains fondamentaux relativement simples. Et là, on va parler de sensibilisation, c'est-à-dire que dans son quotidien, eh bien, c'est faire gaffe à ce qu'on fait, notamment quand beaucoup d'attaques, voilà, je vais le dire comme ça, beaucoup d'attaques passent par le mail. On ne clique pas sur n'importe quoi, on n'ouvre pas n'importe quoi, on regarde quand même qui envoie quoi et pour quelles raisons. C'est pareil, la gestion des mots de passe pour accéder à, comment dirais-je, des applications d'entreprise ou la façon d'accéder à ces applications d'entreprise quand on est à l'extérieur, il faut faire éminemment attention. Un coup classique, alors ça c'est un grand classique, mais qui revient et qui marche formidablement bien. On trouve une clé USB sur un bureau ou un truc comme ça, elle est assez sexy, on va pas la plugger sur son PC pour voir ce qu'il y a dedans et puis se dire, bah, tiens, je vais la prendre pour moi, je vais m'en servir. Voilà, avec ça, on met des sociétés par terre. Ah oui, à tout va. Ouais. Moi, j'ai un seul conseil. D'ailleurs, je vais le mettre là. Voilà, je l'ai publié. C'est un document extrêmement basique qui s'appelle le guide d'hygiène informatique qui a été publié par l'ANSSI. Et tout est dit. C'est un guide qui a l'air comme ça, un peu naïf, un peu simplé, etc. Pour autant, aujourd'hui, 90% de la communauté cyber, dans les pays occidentaux en tout cas, s'occupe de nettoyer, de faire de l'hygiène. Donc c'est ce qu'on a dit sur les clés, c'est ce qu'on a dit, c'est les mises à jour. On est en train de s'épuiser à mettre à jour nos serveurs. C'est sans fin. Dès qu'on a fini, il faut recommencer, il faut industrialiser. Mais être à jour, c'est être propre. Et si on veut lutter contre les virus et les machins, avant de stériliser, c'est d'être propre sur soi. On se lave les mains. Donc, c'est pareil. En système d'information, si vous n'êtes pas propre, ça ne sert à rien d'aller inventer des trucs, des polices d'assurance, faire des entraînements, je ne sais pas quoi, à la crise et tout le bordel. Ça ne sert à rien. Donc, on fait les basiques. On contrôle les accès, on contrôle les serveurs, on les met à jour, on contrôle les postes, etc. etc. C'est élémentaire, ça a l'air tout simple, mais je peux vous dire que la communauté passe son temps à faire ça, en fait. Oui, c'est exact. Bon.
Alors, Et pour même information, chez les gens très, j'allais dire, très cyber addicts. Hein. hmm. Bon, en tout cas, merci beaucoup Loïc. Vous retrouvez donc le lien sur la partie chat, puisque Loïc vient de le publier à l'instant. Et bien évidemment, on republiera à la fois sur notre site, sur les réseaux sociaux, l'ensemble vous pourrez le retrouver en replay. Voilà. Et bien évidemment, vous aurez les réponses aux questions et vous aurez également, évidemment, le lien transmis par Loïc. Voilà. Alors les amis, il est 19 heures, on va faire le mot de la fin, parce qu'on respecte le timing pour tout le monde. Bon, déjà en préambule, je voulais vous remercier, messieurs. Je crois qu'on pourrait, voilà, on pourrait en faire des heures. On pourra faire d'autres sujets, bien évidemment. Mais en tout cas, c'était extrêmement intéressant. J'espère que vous avez tous beaucoup apprécié la qualité des échanges, des réponses apportées, et vous avez été nombreux à nous suivre et à poser les questions. On n'a pas pu répondre à toutes les questions encore, mais on a fait en tout cas le plus grand nombre. Je vois Sylvie qui nous répond. Merci pour ce débat très intéressant. Merci à vous, Sylvie, d'avoir posé vos questions. Le mot de la fin, allez, en synthèse, Ludovic, je te laisse la parole et on termine par Loïc. Le mot de la fin, c'est que effectivement, le cyber, on n'a pas fini d'en entendre parler. Néanmoins, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a des choses très importantes à faire, à prendre en compte, mais il faut relativiser. C'est encore une histoire de bon sens et de qualité dans des process. Pour les personnes qui ont beaucoup de questions, Loïc et moi, on est joignables. Vous pouvez nous pinguer après ce webinaire, bien évidemment. Ce sera avec plaisir. Moi, j'ai eu plaisir à faire ce webinaire et j'espère qu'on aura matière à discuter de certains sujets à la convenance de Valumène. Bien sûr, avec grand plaisir. D'ailleurs, vous avez, avant que vous ne partiez, n'hésitez pas, vous avez la partie sondage, qui est le 3e onglet en bas. N'hésitez pas à poser vos questions. Et toi, Loïc, pour le... On a parlé du Covid, on n'a pas parlé de l'Ukraine. Il n'y a pas eu, de faits fléchés venant de cette problématique, mais la tension mondiale, d'une part, et puis surtout la fin de la mondialisation avec beaucoup de pays qui considèrent que maintenant il faut rester un peu safe chez soi. Ça montre que quand même la cyber prend une dimension géostratégique de premier rang et à la fois c'est un sujet qui est pris à plus haut niveau des organisations, des États, etc. Mais en même temps, chacun chez soi, chacun dans sa structure commerciale, dans son entreprise, c'est un vrai sujet de préoccupation. Et je pense que c'est aussi maintenant devenu un très bon indicateur de maturité et d'efficacité des entreprises. Moi, ça m'arrive de faire des audits rapides. Il suffit que je regarde un peu comment est traitée la cyber, jusqu'où elle va dans les processus, comme le dit Ludovic, comment ils appréhendent la data, etc. Et ça donne un bon indicateur de l'efficacité et de l'efficience des entreprises, en fait. Donc, c'est nécessaire pour se protéger, mais ça va devenir aussi un moyen de benchmarking et d'évaluation entre les entreprises de plus en plus. Et la relation client-fournisseur, il y aura des évaluations de cyber à présenter. Il faudra montrer patte blanche à terme si on veut faire du business, parce que ça devient trop dangereux. Bon, c'est vrai. Et puis les amis, pour terminer, moi, sur le mot de la fin, attention aussi, on est tous victimes de mini-cyberattaques à titre personnel ou de fraude. J'en ai encore été victime pas plus tard qu'il y a 3 jours. Je raconte l'anecdote pour qu'elle serve à tout le monde. Je vois mon téléphone portable sonner un soir à 20 heures. C'est le numéro de mon conseiller bancaire qui s'affiche sur mon portable, hein, son numéro qui s'affiche. Je tombe sur quelqu'un d'extrêmement poli, d'extrêmement courtois en disant « Monsieur Doucerin, je suis votre banque », en citant le nom de la banque. Votre compte est, semble-t-il, victime d'une cyberattaque. Vous avez plusieurs retraits relativement importants qui sont en train d'opérer. Donc là, vous êtes un peu paniqué. Il est 21 heures. Vous connectez sur votre compte. Vous voyez plein de débits arriver et on dit « Voilà, il va falloir vous protéger vos données. Vous nous confirmez que c'est bien vous, on va enregistrer cette conversation, vous rentrez dedans, etc. Et on va opérer maintenant au blocage. Et puis jusqu'au moment où il vous demande votre numéro d'identifiant et votre mot de passe.
Bon, et là, il faut garder toute sa lucidité, les amis. Donc d'abord, on ne demande jamais l'identifiant et le mot de passe à ce niveau-là, mais ils sont quand même très très forts, de plus en plus rusés. Et je n'ai toujours pas compris d'ailleurs comment ils faisaient pour réussir à prendre le numéro de votre correspondant de la banque, parce que c'est vraiment le numéro. Et d'ailleurs, quand vous faites rappeler après, vous tombez bien sur votre conseiller ou sur le service de la banque. Alors que c'est le numéro qui vous a appelé et que ce n'est pas la personne derrière. Donc, ils ont des technologies, messieurs, aujourd'hui, qui permettent quand même d'être extrêmement malins et je pense de prendre pas mal de personnes au piège. Bon, ça, on pourra en faire un autre sujet. Ouais. Mais voilà. C'est ce que je disais, les Indiens sont-ils vraiment méchants et les cow-boys sont-ils vraiment gentils? Il peut y avoir, il n'y a pas que de la techno, il y a de l'humain. Et sur ce genre d'attaque, là, Alexandre parlait d'Orange Cyberdéfense. Ouais. Avec une fuite de données, bon, on peut pas, moi je suis pas habilité à en parler, mais il faut faire attention aussi à ses personnels, il faut faire attention à la façon dont des choses, on peut faire croire un certain nombre de choses. Ouais, voilà. C'est vrai. Ça devient difficile. Hein. Bon, en tout cas, il y a plein, vous le voyez, le sujet, on pourrait le poursuivre pour le moment à l'infini. On aura l'occasion, Ludovic, de refaire d'autres sujets, peut-être plus précis, on y reviendra. De toute façon, vous serez toujours invité, c'est un plaisir. En tout cas, merci pour votre franchise. C'est important et je crois que c'est ce qu'on essaye de diffuser au travers de l'humaine, c'est d'avoir des discours qui soient francs, des discours francs, pardon, de répondre sincèrement aux questions. Donc, merci à Loïc et Ludovic pour votre franchise. Et puis, merci à vous tous et vous toutes de vous être connectés. On vous dit à très bientôt et on vous met en replay très rapidement sur le site et sur les réseaux sociaux ce nouveau webinaire. Merci, messieurs. Merci. Et puis à très bientôt. Merci Ludovic. Merci beaucoup.